Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière. Et oui, bienvenue sur Radio Imo, on est ravis de vous retrouver pour ce zoom de l'info spécial actualité chaude. Je suis avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Bérénice, ça va bien et vous ? Eh bien, je suis en pleine forme. On est super, surtout qu'en plus on a vraiment un gros sujet. On a un gros sujet avec un invité et pas des moindres. Bonjour Assad El Ayachmoueb. Bonjour Bérénice. Vous êtes le CEO le président, on va dire plutôt en français pour nos auditeurs, de la fédération FedExpert Europe. Un petit mot peut-être sur cette fédération. Vous représentez le métier de diagnostiqueur immobilier. Diagnostiqueur immobilier, entre autres, et aussi les experts en efficacité énergétique des bâtiments, et depuis maintenant quelques semaines à l'échelle européenne désormais. Alors, on va peut-être faire un focus sur le métier de diagnostiqueur immobilier. Rappelez à nos auditeurs peut-être en quoi ça consiste. Qu'est-ce qu'un diagnostiqueur immobilier ? Quelle est sa mission ? Et puis après, vous allez nous expliquer un petit peu le rôle de la fédération, justement. Tout à fait. Donc, le diagnostiqueur immobilier, on l'entend souvent parler aujourd'hui à cause du DPE, mais il faut savoir que le diagnostiqueur immobilier ne fait pas que du DPE. C'est-à-dire que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, donc il est là pour proposer des recommandations de travaux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, mais il a aussi des missions de santé et de sécurité, notamment le repérage amiante, le plomb dans les peintures, le métrage de la surface qu'on appelle l'OACARES, la conformité électrique et gaz. Donc voilà, ce sont les 6 diagnostics réglementaires pour lesquels le diagnostiqueur a la tâche d'émettre des rapports avec des conclusions sur la dangerosité ou non des installations ou des matériaux qu'il y a à l'intérieur de nos bâtiments. Et c'est vrai qu'ils sont passés un peu à la trappe, ces autres diagnostics, suite au DPE, dont on a beaucoup parlé. Alors, quel est le rôle de la fédération FedExpert, justement Alors, FedExpert, c'est une fédération qui rassemble les experts d'efficacité énergétique, donc toutes les personnes qui font de l'audit énergétique, de l'accompagnateur Rénov', des diagnostics de performance énergétique, et les diagnostiqueurs immobiliers qui, eux, sont plutôt sur le DPE et les diagnostics que je viens d'énumérer, comme la loi Carrez, etc. Donc on a décidé dans cette fédération de rassembler ces deux activités parce qu'aujourd'hui, ils coopèrent sur le terrain. Ce n'était pas le cas il y a quelques années en arrière. D'accord. Aujourd'hui, ils coopèrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un MAR peut coopérer avec un diagnostiqueur DPE pour avoir un échange d'informations. Un diagnostiqueur immobilier qui fait du DPE peut coopérer avec un thermicien pour avoir des échanges d'informations, parce qu'il faut savoir que le DPE 9 existe aussi et que le diagnostiqueur immobilier a besoin des éléments que le thermicien a émis dans son étude thermique. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain, on l'a réuni dans FedExpert Europe. Alors, c'est une profession encadrée. Justement, on va en parler un peu plus en détail. C'est quoi un titre RNCP ? Alors, un titre RNCP, l'acronyme RNCP veut dire répertoire de la certification, répertoire national de la certification professionnelle. C'est une reconnaissance que donne l'État à des écoles ou des organismes de formation pour émettre une certification. Donc, on va un peu vulgariser, c'est ce qu'on appelle vulgairement un diplôme. Mais contrairement à un diplôme académique, le titre RNCP, la certification RNCP, se concentre sur un métier. Ça permet de favoriser l'employabilité et de sécuriser le parcours de formation du stagiaire. Donc ça veut dire, aujourd'hui, voilà, je veux faire appel à un diagnostiqueur immobilier. Il faut absolument qu'il ait un titre RNCP. Alors, pas forcément. C'est-à-dire que ou simplement qu'il soit certifié. Alors, vous avez un arrêté de compétences qui définit les critères de compétences du diagnostiqueur. Et pour être diagnostiqueur immobilier, il faut justifier d'un niveau Bac+2 dans les techniques du bâtiment. D'accord. C'est pour ça que se sont développés les titres RNCP de niveau Bac+2 de diagnostiqueur immobilier. D'accord. Parce qu'on sait que c'est un métier en reconversion. On sait que beaucoup n'ont pas à Bac+2 dans les techniques du bâtiment. Ce sont beaucoup de personnes qui se reconvertissent. Donc, on a créé ces cursus-là qui permettent de valider ce titre professionnel. Ce titre professionnel reconnu par l'État de niveau Bac+2. Mais qu'il y a une équivalence Bac+2. Tout à fait. Alors justement, avec Bérénice, on a souhaité faire ce zoom d'info spécial parce qu'il y a un sujet qui fait vraiment grincer. Et pour tout dire, ce qu'on a constaté, nous, à la rédaction, est assez scandaleux. On voit aujourd'hui que certaines structures ont détourné le titre RNCP pour vendre de la formation. Est-ce que vous êtes informé de ce type de manœuvre ? Et bien évidemment, c'est illégal, c'est clair. Et en quoi, finalement, ça a un impact très négatif, alors même où le gouvernement se penche sur le contrôle de votre profession. Ça ne vous arrange pas du tout. Alors, Sylvain, non seulement on a été informé,
Mais plus que ça, c'est que les chefs d'entreprise qui sont adhérents chez FedExpert, ce sont eux qui ont tiré la sonnette d'alarme parce que ce sont avant tout des recruteurs. C'est-à-dire que lorsque vous recrutez quelqu'un qui est censé disposer d'un niveau Bac+2 en diagnostic immobilier, vous attendez à quelqu'un de compétent. Bien sûr. Or... Donc vos adhérents ont recruté des collaborateurs qui avaient un diplôme faux. On va pas dire détourné. faux, on va dire qui est détourné, qui ne correspond pas au référentiel de compétences exigées quand on veut faire donc du ils s'en sont diagnostic aperçus immobilier. en fait sur le terrain, ils ont vu que les gars n'étaient pas à la hauteur, tout moi simplement. je vais vous citer une phrase d'un recruteur que j'ai eu la semaine dernière par téléphone. J'ai employé cette personne, il me dit qu'il a un Bac+2 de diagnostiqueur produits et matériaux déchets. Mais il l'a vérifié. Par après. Mais il l'a vérifié. Il l'a vérifié, mais il me dit il ne sait même pas ce que c'est un mur en aglo, par exemple. Il ne sait pas c'est quoi du béton banché. Ce genre de paramètres que vous rentrez dans le logiciel DPE, par exemple, qui ont un impact considérable sur la note. Alors justement, c'est quoi un diagnostiqueur PEMD, là, ce que vous venez de dire? Parce que c'est pas la même chose qu'un diagnostiqueur. Tout à fait. Alors, c'est ce que justement certains centres de formation font un usage détourné en fait de ce titre DPEMD qui veut dire diagnostiqueur produits, équipements, matériaux, déchets. Sur le papier, vous avez l'impression que c'est du diagnostic immobilier parce qu'il y a le mot diagnostic et que c'est un rapport avec le bâtiment, mais Bien en sûr. réalité, la réalité est tout autre. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier, c'est-à-dire le DPEMD, c'est lorsque Donc vous avez... le type en question dont vous m'avez parlé, le collaborateur en question, il avait peut-être le PEMD, Il l'avait. mais pas du tout adapté au métier de diagnostiqueur. Mais alors PEMD, pour finir, c'est lorsque vous avez des rénovations d'ampleur ou des démolitions d'ampleur, vous avez un diagnostic obligatoire à faire en amont qui va permettre en fait de faire le tri et la valorisation des déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût des matériaux est tellement cher. Bien sûr. Il y a aussi l'écologie qui va c'est avec. obligatoire. Voilà, que vous avez l'obligation de faire le tri, c'est-à-dire tout ce qui peut être valorisé, réutilisé, réemployé, et ce qui va être définitivement C'est de l'économie détruit. circulaire. C'est de l'économie circulaire. Mais vous voyez, par rapport au métier de diagnostiqueur que j'ai décrit il y a 5 minutes, Ça n'a rien à voir. ça n'a absolument rien à voir. C'est quand même grave. Donc, en fait, les personnes dont on parle jouent sur les mots. Voilà, on joue sur les mots, et après, il y a une raison à cela. Mais qui joue sur les mots? Est-ce que ce sont les organismes de formation qui disent à leurs apprenants vous pouvez devenir diagnostiqueur immobilier avec un PEMD, c'est-à-dire produits, équipements, matériaux et déchets, alors que c'est pas du tout adapté. C'est ça en fait la réalité. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un usage abusif du titre professionnel des PEMD. Genre vous faites cette formation, vous pourrez faire plein de choses, dont le diagnostic immobilier. Au profit du diagnostic immobilier. Alors, ce qui interpelle aussi les recruteurs, c'est que lorsqu'ils questionnent ces stagiaires fraîchement diplômés de DPEMD pour aller faire du diagnostic, ce qui, je le rappelle, n'a rien à voir, mais bon, c'est de cette manière-là qu'ils l'ont détourné, ils informent l'employeur qu'ils ont obtenu cette certification, donc cette équivalence de diplôme Bac+2, en 35 heures de formation à distance. C'est ça qui interpelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être diagnostiqueur immobilier... Donc l'équivalent de 2 ans en 35 heures par semaine. C'est ça, c'est-à-dire que une formation pour être diagnostiqueur immobilier, les référentiels que vous trouvez au RNCP de diagnostiqueur immobilier Bac+2 vont être en minimum 2 mois. Là, en une semaine de visio, c'est-à-dire que je ne parle même pas d'une semaine en présentiel, donc on sait tous déjà qu'une semaine, c'est déjà à 100% à distance. C'est ça, et vous avez un Bac+2 qui, derrière, va vous permettre de faire du diagnostic immobilier. Et on a tout de suite compris, en investiguant quelques instants, qu'il y avait un usage détourné pour pouvoir bénéficier des financements publics. Mais est-ce que ce diplôme permet d'être diagnostiqueur immobilier dans la nomenclature? Ne permet pas il ne le permet pas. Donc c'est un métier complètement différent. Donc c'est illégal. C'est une pratique qui est illégale. Donc c'est un détournement, c'est important de poser les mots, c'est un détournement illégal de ce titre RNCP. Tout à fait. Donc on peut dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent que ce titre-là, inscrit au RNCP, ne concerne pas la profession de diagnostiqueur immobilier. Absolument. C'est-à-dire que si vous êtes diplômé de PMD, vous n'êtes pas compétent pour faire du diagnostic. Est-ce que c'est répandu comme pratique? Écoutez, des signalements qu'on reçoit, il y a déjà 4 à 5 organismes qui sont identifiés. Et lorsqu'on sait qu'on est sur une filière qui est un microcosme, en fait, ça fait déjà beaucoup. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui a été identifié. On peut connaître les noms? Ou pour des raisons de confidentialité, vous ne pouvez pas le faire? Écoutez, il y a des signalements en cours, il y a certainement des organismes qui vont faire des contrôles. Et le rôle de la fédération, si j'ai bien compris, vous, en tant que président de fédération,
c'est de signaler tout ça. C'est de signaler tout ça, parce qu'aujourd'hui, le métier de diagnostiqueur immobilier, il souffre d'une réputation parfois injuste, parce que on dit souvent que ce sont les diagnostiqueurs qui fraudent, mais lorsque vous avez des personnes qui vont sortir, qui ont été trompées par cet usage détourné de la certification, vous en doutez bien qu'ils ne vont pas réaliser des DPE comme il se doit. Vous doutez bien que leurs DPE vont être erronés, ou qu'il va y avoir des erreurs manifestes. Et on va mettre ensuite tous les diagnostiqueurs dans le même sac, en disant que tous sont mauvais, que tous les organismes de formation sont mauvais, alors qu'il s'agit soit de diagnostiqueurs qui volontairement pratiquent des fraudes, ou des organismes de formation qui ont ce genre de pratiques. Justement, pour être très clair, actuellement, il y a une mission qui est menée par Daniel Labaronne, vous le savez. Le gouvernement, avec Valérie Létard, se penche sur le sujet de la réglementation. Question, est-ce que les candidats, eux-mêmes, naïvement, ne le sachant pas, peuvent se faire berner par ce type d'offre? Écoutez, c'est une tromperie. C'est une tromperie, parce que lorsque vous voulez devenir diagnostiqueur immobilier, le collaborateur, est-ce qu'il se fait avoir? Il peut se faire avoir. Il peut se faire avoir, parce que c'est comme ça qu'on lui vend. On s'est fait procurer les devis, les mails et les enregistrements téléphoniques de la manière où se vendent ces formations. Il y a une tromperie manifeste. Il y a même des signalements qui ont été faits à la DGCCRF. Certains organismes peu scrupuleux ont répondu à ces signalements, mais ils ont répondu complètement à côté de la plaque. Par exemple, il y a une personne, un stagiaire, qui effectue un signalement en disant « Moi, j'ai voulu être diagnostiqueur immobilier, pourquoi je me retrouve avec un devis où c'est écrit produits, matériaux, déchets ?» Il répond à ce signalement en disant « Madame, monsieur, je vous ai envoyé votre devis. Pourquoi vous dites que je ne vous ai pas envoyé votre devis ?» C'est pas du tout la question qui est posée, vous voyez. Et la DGCCRF, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, n'a pas été plus loin que ce signalement. Donc il n'y a pas d'organismes qui se sont fait épingler? Pour l'instant, non. Moi, j'ai une question concernant le peuple, je me mets à la place du peuple, du consommateur final. Comment être sûr que le diagnostiqueur auquel on fait appel est bien certifié, bien un vrai diagnostiqueur, parce que c'est quand même le plus gros du problème, c'est d'avoir une personne qui n'est pas du tout... In fine, c'est le consommateur qui... Mais vous savez, le problème qu'on a, c'est que le diagnostiqueur, en plus du diplôme qu'il doit avoir, il doit obtenir aussi des certifications. Et le certificateur va vérifier s'il détient un diplôme de niveau Bac+2 dans le domaine du bâtiment. Et lorsqu'il va le voir, ce fameux DPEMD qui n'a rien à voir avec un diagnostic, il va malgré tout inscrire le candidat à la certification. Donc ce qu'il faudrait faire... Donc le diagnostiqueur est quand même certifié. C'est ça, parce qu'aux yeux du certificateur, c'est un diplôme de niveau Bac+2 dans les techniques du bâtiment. Il ne fait pas le tri. Il ne fait pas le tri dans le... Pas encore, en tout cas. Pas encore. Donc, il faudrait plutôt lancer l'appel aux organismes certificateurs. C'est grave, quand même. D'exclure, en fait, ce type de diplôme pour devenir diagnostiqueur immobilier. Je croyais qu'il y avait une nomenclature, justement. Il n'y a pas, alors. Mais il y a une nomenclature. Mais le problème qu'il y a dans notre filière, et je l'ai dit plusieurs fois... En fait, c'est comme dans l'immobilier. Si on a une maîtrise de droit, on peut avoir une carte professionnelle, même si on n'a pas fait d'immobilier. Tout à fait. Le souci qu'il y a dans cette filière, c'est qu'il manque une autorité régulatrice. C'est-à-dire que... Par exemple, vous allez solliciter le COFRAC pour des problèmes de certification. Il va vous dire que c'est plutôt ce que c'est que le COFRAC. Donc c'est le Comité français d'accréditation qui accrédite les organismes qui vont certifier les diagnostiqueurs. Donc il y a 13 organismes de certification, 14 maintenant, en France pour certifier des diagnostiqueurs. Mais lorsque vous lui exposez des litiges, il va dire que ce n'est pas à lui de les régler, c'est à la DGCCRF. Et la DGCCRF a déjà beaucoup de travail, cible ses contrôles, et quand vous êtes dehors de la cible, il ne va pas y avoir de suite. Donc en fait, il y a un peu tout le monde qui se renvoie la balle, et à un moment donné, ce qui manque, c'est une autorité régulatrice qui serait en passe de régler genre de choses. C'est quand même assez dramatique, on imagine. Les conclusions, les conséquences peuvent être terribles. On en parle tous les jours dans nos émissions. Daniel Labaronne, qui est en charge de la création d'un ordre. On a reçu des appels sur des faux DPE, sur des DPE de complaisance. Tout ça n'est pas de nature à donner un bon signal pour votre profession. Ça va pas être facile quand on est à la tête d'une fédération comme vous. C'est pour ça qu'on discute de ça. C'est pour ça les autres fédérations sont au courant de ce genre de pratique. Tout à fait. Et concrètement, vous, alors, Assad, qu'est-ce que vous faites sur le terrain qui vous allez voir? J'imagine que vous essayez de faire pression avec le pouvoir que vous avez en tant que à la tête de cette fédération. Mais qu'est-ce que vous faites pour que les choses évoluent en tout cas? Par exemple, pour ce type de cas, j'ai été visiter directement France Compétences. C'est-à-dire France Compétences, c'est l'autorité qui reconnaît ou non votre dispositif de formation. Donc c'est eux qui m'ont informé
que ce type de pratique n'est pas légal en fait. C'est-à-dire que lorsque vous délivrez une certification de DPEMD, c'est pour faire du DPEMD. Lorsque vous délivrez une certification de diagnostiqueur, c'est pas pour faire du diagnostic. Un médecin ne fait pas du droit et un avocat ne fait pas de la médecine. Donc en tant que président, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été directement au siège, j'ai rencontré des personnes qui dirigent ça et la présidente du comité scientifique qui m'a expliqué que ce n'était pas une pratique légale. Donc, et on doit représenter aussi nos adhérents qui, eux, nous font ces remontées terrain en disant attention, on en voit de plus en plus et après, il faut arrêter de dire que c'est nous qui faisons mal notre travail ou que tous les organismes de formation sont incompétents alors qu'il s'agit de quelques-uns qui usent et abusent de cette pratique. On va évoquer à Assad El-Ayache un cas très concret, mais avant, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil lorsqu'on est un peu néophyte, c'est vrai, qu'on veut se reconvertir? Quel conseil on peut donner? Est-ce que, par exemple, on pourrait dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous voulez devenir diagnostiqueur pour aller dans une fédération vérifiée, par exemple? Il faudrait. Alors, comment on peut faire pour essayer soit vous êtes affilié, de ne pas se faire avoir? Soit vous êtes affilié à une fédération et elle fera la recherche pour vous. Si vous n'êtes pas affilié à une fédération, vous allez sur le site de France Compétences. Vous allez sur la barre de recherche avec la loupe et vous tapez diagnostiqueur immobilier et de là ressortiront l'intégralité des centres de formation qui sont reconnus par France Compétences pour vous délivrer un titre professionnel de diagnostiqueur immobilier. Donc France Compétences. C'est ça. France Compétences qui donc réglemente et permet effectivement de gérer la formation. Donc allez sur l'onglet diagnostiqueur immobilier, insistez bien sur le mot diagnostiqueur immobilier bien évidemment, et vous avez une liste de centres de formation accrédités. On va dire, dont le dispositif a été reconnu par France Compétences. Merci Assad. Alors justement, avec Bérénice, on a eu un cas concret qui est un cas plutôt sérieux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a souhaité vous entendre, vous, Assad, justement sur ce sujet, qui a beaucoup fait parler. Un entrepreneur, on va pas dire son nom, qui est fondateur d'une start-up qui est spécialisée dans le diagnostic immobilier et a été présenté, même dans les plus hautes sphères, comme un acteur majeur de la fraude, de la lutte contre la fraude. Donc, on ne parle pas d'un petit sujet. Pour des raisons, bien évidemment, que vous comprendrez bien, les amis, on ne peut pas vous donner les noms, mais à mon avis, vous allez certainement faire le lien. Cette personne était inscrite dans l'annuaire officiel, que vous allez nous expliquer, qui a un annuaire officiel des diagnostiqueurs certifiés, alors même que publiquement, il affirmait n'avoir jamais exercé ce métier. Alors, bon, j'ai deux questions pour être très clair. Comment c'est possible? Parce que là, franchement, c'est qu'il y a un trou dans la raquette. Et comment on peut être affiché comme certifié si on ne l'est pas réellement? Alors, pour bien comprendre la chose, je vais déjà vous expliquer comment tout ça se déroule d'un point de vue pratique. Lorsque vous êtes diagnostiqueur immobilier, vous passez votre formation, vous passez éventuellement votre soutenance pour avoir ce fameux titre professionnel, et ensuite vous avez des certifications qui sont délivrées par les 14 organismes certificateurs reconnus accrédités par le COFRAC. Lorsque vous êtes certifié, donc en l'occurrence DPE comme ce diagnostiqueur, votre organisme de certification qui vous a délivré cette certification doit vous inscrire dans l'annuaire des diagnostiqueurs qui est tenu par l'État. Donc c'est un site internet, un portail. Il y a un site internet qui s'appelle tout à fait, c'est annuaire des diagnostiqueurs. On tape on le trouve relativement facilement. C'est l'État qui gère, donc on a la liste de tous les diagnostiqueurs en cours d'exercice. C'est ça. Et par ailleurs, Valérie Létard a décidé, vous avez donc vu cette mesure, de l'étoffer un petit peu pour plus qu'il y ait certaines dérives. Et une fois que vous êtes inséré sur ce site, ce n'est pas à vie. C'est-à-dire que la certification du diagnostiqueur, elle dure 7 ans, sous réserve tous les ans de répondre à ce qu'on appelle à des opérations de surveillance. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes sur cet annuaire-là plus d'1 an, c'est que vous avez répondu à la première opération de surveillance. Et en quoi consiste une opération de surveillance? C'est de savoir si vous avez exercé. Donc on va vous demander tous vos rapports, en extraire de manière aléatoire quelques-uns pour les vérifier, et on va vous demander toute une batterie de documents, dont votre assurance responsabilité civile et professionnelle, étant donné que c'est une certification de personne. Donc, cette personne-là, visiblement, était présente depuis plus d'1 an dans l'annuaire. Donc, jusque-là, tout va bien. Ça voudrait dire qu'elle a exercé, parce qu'elle est là depuis plus d'1 an, et qu'elle a répondu à cette fameuse opération de surveillance. Sauf qu'il y a eu ce fameux complément d'enquête, où il a été présenté comme diagnostiqueur presque chevronné, exerçant du moins. Et d'un autre côté, publiquement sur les réseaux sociaux, il affirmait n'avoir jamais exercé. Donc ça, forcément, au niveau des diagnostiqueurs, ça interpelle.
C'est-à-dire que vous avez d'une part quelqu'un qui prétend ne jamais avoir exercé, d'autre part la télé qui dit qu'il a exercé, et plus inquiétant encore, une mention dans l'annuaire qui fait figure de quelqu'un qui exerce durablement. Donc une association fait la demande au COFRAC, au Comité français d'accréditation, qui dit qu'il ne peut pas agir dans ce cas-là, que ce n'est pas son rôle. C'est ce que je vous disais en amont. Souvent le COFRAC va dire qu'il est là pour accréditer, mais pas là pour faire un peu la police. Donc cette association-là, qui s'appelle ONEDI, interpelle directement le certificateur de ce diagnostiqueur. Donc on attendait une réponse. La réponse, on n'a pas eu de réponse officielle. On a eu un post LinkedIn du dirigeant de cet organisme qui dit qu'il n'a absolument rien à se reprocher. C'est un peu dommage qu'il ait pris ça comme une menace. Tout le monde fait des erreurs. On aurait pu évoquer l'erreur ou du moins dire qu'il n'y avait aucun souci avec cette certification. Donc vous lui laissez le crédit de l'erreur possible ? Tout à fait, ça peut arriver. On sait qu'il y a des organismes qui sont débordés, problèmes de personnel, etc. Mais ce qui se passe, c'est que 24 heures après, ce monsieur ne figure plus dans l'annuaire. C'est ça qui interpelle. Parce que l'annuaire n'est pas un saloon. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans l'annuaire, on n'en sort pas comme ça. Comment il a pu en sortir aussi vite ? Parce que, comme je l'ai dit en amont, c'est l'organisme certificateur qui vous insère. Ou si vous avez fait des mauvais rapports ou éventuellement des dérives ou des fraudes, c'est lui qui vous en sort. C'est lui. Donc il y a un organisme certificateur qui a ôté le nom de ce monsieur dans les 48 heures. Même moins de 48 heures. Non, alors attendez, que je comprenne bien, parce que c'est important. Moi, c'est l'organisme certificateur a nié toute faute. Oui. Avant de supprimer discrètement le nom de la personne moins de 48 heures après les révélations. C'est ça. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Assa Delagache a parlé de nos collègues de complément d'enquête. C'était le fameux complément d'enquête autour du diagnostic immobilier qui a fait couler quand même beaucoup d'encre. Ça révèle non seulement un problème de rigueur, mais nous, on est journalistes. On peut pas en rester là. Vous avez bien compris. Donc ça veut dire qu'on a un organisme certificateur qui est, tel que je vous entends, complice de l'opération. C'est possible ? En tout cas, c'est passivement ça pose question. Ou activement. En tout cas, ça pose question parce qu'on peut faire des erreurs et beaucoup d'organismes en font et en général, ça rentre dans l'ordre. Il y a tout un processus à mettre en place parce que l'erreur est humaine, on le rappelle. Mais dans ce cas-là, et surtout que c'est pas la première fois qu'on nous rapporte ces faits de ce genre sur cet organisme et quelques autres. Effectivement, on est en droit de se poser des questions sur la régularité de l'émission des certifications, surtout que là, je suis pas en train de faire le procès de ce diagnostiqueur ou de cet organisme. Qu'est-ce qui nous pose problème, nous, fédération ? C'est quand vous avez des adhérents qui disent « Moi, je paye mes formations continues », parce que pour valider, ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que pour valider cette opération de surveillance, il faut aussi justifier d'une formation continue obligatoire. De combien d'heures par mois ? Par an ? À peu près, là, on va être sur juste le module DPE, on va être sur 3 jours sur l'année. Donc, nos adhérents disent pourquoi moi je paye une formation continue, moi je paye mon opération de surveillance, alors qu'il y en a qui s'affranchissent de tout ça. Tout à fait. Il y en a qui s'affranchissent de tout ça. Donc moi j'en ai marre, je veux pas payer, je veux faire comme ce monsieur et je trouverai un organisme de certification complaisant, je paierai ce qu'il faut payer et je continuerai à maintenir mon certificat. C'est ça que nous combattons. C'est pas le procès de cet organisme ou de cette personne. Est-ce que vous disposez du nom de cet organisme ? Tout à fait. Vous pouvez pas le dire. À ce stade, c'est pas à moi de donner le nom de cet organisme. Oui, mais tout le monde le connaît. Oui, je veux dire, quand les diagnostiqueurs, vous savez, ils sont... Pardonnez-moi, mais vous êtes président de fédération. Donc vous assumez le rôle de président de fédération. La question que je vous pose est très claire. Est-ce que vous vous apprêtez, en tant que fédération, à intenter ou à signaler auprès d'autorités coercitives ce type de comportement auprès des certificateurs ? Qu'on comprenne bien, un certificateur qui inscrit la personne sur l'annuaire et qui peut l'en retirer. Donc là, comme ça s'est fait hyper rapidement, a priori, on peut estimer qu'il y a une réelle complicité passive, voire active, de l'organisme certificateur. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une complicité. Est-ce que vous avez fait une procédure
contre ce type de pratique. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas donner Il y a de une nom. procédure Tout à en fait. cours. Je comprends. Je comprends. Mais donc, ok. Donc, vous assumez complètement le rôle de défense Bien sûr. des métiers à la fois du diagnostiqueur, mais également des consommateurs. C'est ce que disait Bérénice tout à l'heure. On a des C'est consommateurs. aussi le rôle de fait Mais d'expert, oui, faut le rappeler. parce que quel est le risque au final Que ce soit pour le consommateur ou le stagiaire, si on revient sur la certification. Pour le stagiaire, c'est une tromperie. Bah déjà, ça pose problème sur la crédibilité justement du système Tout de à fait. certification. Et pour le consommateur, vous récupérez quelqu'un qui n'est pas Bien qualifié, sûr, ou peu qualifié pour faire du diagnostic immobilier. Là, et pour pas moi, que c'est du là le plus DPE. dramatique. Voilà. Ouais. Et il y a deux victimes. Il y a le consommateur et le stagiaire qui ne sait pas où est-ce qu'il est tombé. Par contre, dans le cas de figure de la certification, il y a complicité. Et ça, c'est très grave, parce qu'après, on va dire « Oh, les diagnostiqueurs ne savent pas travailler, les organismes de formation sont mauvais, et les organismes de certification sont mauvais. » Là, on voit que c'est quand même localisé. On sait tous qui sont les organismes de formation qui ont ce genre de pratique. Les organismes de certification, pareil. Et les diagnostiqueurs, pareil. Parce que vous savez, aujourd'hui, ça va très vite. Les diagnostiqueurs en ont tellement marre d'être stigmatisés que dès lors qu'ils ont un signalement grave, ils le font tout de suite remonter à la fédération. Mais toutes les fédérations, les organismes qui fédèrent, comme vous, il y en a d'autres, qui fédèrent, ont tiré la même conclusion. Est-ce que tout le monde va dans le même sens ? Écoutez, il y en a qui préfèrent rester silencieux. Moi, je vais être très franc avec vous, Sylvain. Est-ce qu'ils profitent aussi du système ? Est-ce qu'ils ont dans leurs adhérents des sociétés à qui ça profite ? Parce que lorsque ils préfèrent se taire plutôt que tout à fait, de parce parler que publiquement. lorsque on vous délivre un diplôme de niveau Bac+2 en 35 heures de visio, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, vous pourrez rester dans l'entreprise, brancher la caméra, attendre 35 heures et puis vous avez un diplôme. Pour certains réseaux, même nationaux, c'est vrai que ça peut être pratique, mais c'est une pratique qui est à l'encontre du code de déontologie, de la déontologie, et vous en tant que vous assumez le fait qu'en tant que fédération, vous êtes celle, j'allais dire entre guillemets, qui l'ouvre le plus. En tout cas, vous avez, parce que nous on a cherché quand même. Vous avez cette réputation justement, et d'ailleurs Valérie Létard, le ministère du Logement et les opérateurs vous ont clairement identifié comme étant un peu le cheval blanc qui lutte contre ce type de pratiques. Parce que vous allez très loin. Vous avez proposé, comme l'a fait la ministre, le QR code pour justement repérer les diagnostiqueurs. Vous avez proposé la géolocalisation, parce que vous avez dit il faut qu'on s'assure que les personnes soient réellement parties. Vous avez même été plus loin. Vous avez dit il faut aussi un horodateur, parce que c'est pas le tout de se déplacer. Tout à fait. Mais pour faire un T2 ou un T3, vous m'aviez dit l'autre fois dans notre émission qu'il fallait 1 heure et demie minimum, et que l'horodateur permettait de vérifier. Et c'est vrai qu'à c'est quand même triste d'en arriver là, parce que là, c'est fliqué carrément. Voilà, vous savez, c'est exactement le mot c'est quand même pathétique. que disent les diagnostiqueurs. Mais quel autre choix avez-vous pour montrer patte blanche et sauvegarder votre filière ? Parce que qu'est-ce qui pend au nez du diagnostiqueur immobilier, et les pouvoirs publics nous l'ont dit, c'est à la disparition pure et simple de cette filière si ça continue en ce sens. Donc il fallait quelque chose pour montrer patte blanche, et on a été très incisif, et on a eu 2 mesures sur 3 qui ont été acceptées, mais c'est pas terminé, parce que les mesures sont évolutives. La première mesure, c'est laquelle ? Le QR code. Le QR code sur le DPE et pour les diagnostiqueurs. Et la deuxième ? Géolocalisation. La géolocalisation. Pour être sûr que la personne c'est bien. Le redatage, c'est pas encore gagné, quoi. C'est pas encore gagné, mais c'est vraiment, au bon vouloir du diagnostiqueur. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont l'utiliser. Vous savez à quoi ça sert aussi ? C'est aussi pour les litiges. Vous pouvez tomber sur un donneur d'ordre ou un propriétaire qui dit vous n'êtes pas resté assez longtemps. D'accord. Qui veut vous embêter, en fait. Après, le redateur ne prouve pas le temps resté dans l'appartement non plus. C'est difficilement probable. Si vous prenez des solutions qui sont certifiées, et il en existe plein aujourd'hui sur le marché, ça va garantir en fait votre présence, etc. Donc ça va permettre de clarifier certains litiges, et il ne faut pas le voir que comme du flicage. Mais il a fallu malheureusement en arriver là, parce qu'en fait, ce qu'on risquait, c'était la disparition claire et nette de notre filière. Pour en revenir en fait aux autres organisations professionnelles, je pense que rester silencieux n'est pas la bonne solution. Elles sont restées silencieuses depuis une quinzaine d'années. On voit aujourd'hui les résultats de ce silence. Moi, je pense qu'il faut être franc, il faut jouer la franchise avec le consommateur pour retrouver sa confiance. Vous assumez, donc, on est bien d'accord que nous, on ne peut pas ne pas vous poser cette question, bien sûr. Vous assumez le fait que même de l'isolement de votre fédération par rapport au pari que vous avez pris de dire la vérité, toute la vérité, et d'aller très loin dans cette démarche. Très clairement, donc quitte à vous mettre parfois en porte-à-faux avec d'autres organisations. Tout à fait, mais il y a une jeune association qui s'est créée, qui représente
une autre partie des diagnostiqueurs qui est un peu sur la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire qu'elle n'a pas non plus sa langue dans sa poche quand il faut faire avancer les choses. Mais c'est vrai qu'il y a ces anciennes fédérations qui sont plutôt silencieuses et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se réunisse autour d'un socle commun, celui d'aller vers l'excellence du métier et en finir avec ces dérives. En tout cas, les grands patrons de syndicats, pour vous consoler peut-être, en tout cas pour vous rassurer, les grands patrons de syndicats immobiliers comme les grands patrons de réseau sont 100% d'accord avec vous et sont prêts à vous y aider. Il n'y a pas si longtemps, nous animions une émission sur les défis de la transition énergétique avec le président Loïc Quentin de la FNAIM, pas des moindres, qui était 100% d'accord. Je pense que c'est bien parce que c'est vrai que ce sont toujours les consommateurs qui en paieront le prix. C'est le plus important et c'est bien de le préciser. En tout cas, cette émission justement est à retrouver sur Radio Imo. N'hésitez pas à la consulter et puis nous, on se retrouve très bientôt. Merci d'être venu en tout cas sur ce plateau. Merci aussi Sylvain pour avoir parlé de ce sujet chaud et nous on se retrouve très bientôt sur Radio Imo. Évidemment, restez connectés. Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.